Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Voilà, mon cher Philippe, bonjour. Mon cher Bruno, bonjour. Bonjour. Cette affaire de Panama Papers, est-ce qu'elle vous bouleverse? Non, elle m'intéresse, bien évidemment. Elle ne m'étonne Mais pas. pour les petits noms croustillants ou les gros noms croustillants, ou elle vous intéresse sur le fond? Ah bah, sur le fond, les personnalités, c'est un peu différent. De toute façon, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème des Chinois, mais non, mais arrêtez, ce sont l'entourage de Poutine, enfin, c'est les plus grandes. Les gens qui procèdent à ce genre de démarche sont forcément ceux qui ont de l'argent ou ceux qui ont un pouvoir. C'est pas le dernier des clampins qui va placer ses Il n'y a pas d'Américains, millions de dollars. Comment? Il n'y a pas d'Américains, par exemple. Les Américains Oui, n'ont pas vraiment. Non, mais d'une certaine façon, c'est un paradis fiscal, l'Amérique. D'une certaine façon, toutes choses égales. L'enfer fiscal, c'est la France. L'enfer fiscal, c'est un certain nombre de pays d'Europe. L'enfer fiscal, c'est on le sait d'ailleurs. Donc ça de manière précise. Mais donc c'est précis ce que je dis. Arrêtez. Non, vous êtes en train de tourner autour du pot. Mais non, vous êtes scandalisé. Je suis pas binaire. Je vais pas dire c'est un scandale, etc. Et je suis très étonné. Je suis stupéfait. Je vais pas dire ça. J'ai 90 ans, je connais la vie, je m'intéresse à l'histoire depuis ma naissance, ou en tout cas depuis l'âge de raison. Je ne me fais aucune illusion. Bon. Et ça, d'ailleurs, ce paradis, il y en a d'autres paradis fiscaux. Vous êtes d'accord? Ça n'est pas fini. Ça durera jusqu'à la nuit des temps. Voilà. Et la mondialisation n'arrange rien. C'est tout. J'ai dit l'essentiel. Je vous remercie. Bruno. Non, je ne voulais pas avoir l'air blessant, Philippe, mais j'avais compris. Je suis très sensible. La profondeur, très sensible. La profondeur de son plaidoyer. Ne m'agressez pas, je me suis coupé avec une feuille. Philippe Tesson est sensibilité. Terrible. Bruno, le point de vue de la gauche sur cette affaire. Vous êtes scandalisé, remonté debout sur la table. Laquelle? Non, la gauche moderne. Mais allez-y, allez. Non, mais la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir effectivement s'il va y avoir un débouché quelconque sur ces noms qui nous sont jetés en pâture, parce que bon, non, il y aura des redressements, c'est plus rentable que des bouchées. Vous citez Poutine, vous citez un certain nombre de chefs d'État. Je présume que judiciairement, il ne leur arrivera pas grand-chose dans les pays où ils officient. Voilà. Quant à la France, puisque ceux qui détiennent les clés de l'enquête ont décidé de feuilletonner, nous attendons maintenant quel est ce grand parti national français qui aurait bénéficié. On a déjà une idée, puisqu'il y a un proche du GUD, un ancien François Fillon. Frédéric Chatillon, pardon. Quel drôle de lapsus. Voilà. Frédéric Chatillon, oui, qui a pris les devants en disant j'ai été appelé par le Monde, mais je n'ai rien à voir avec tout. Enfin, le Front National n'a rien à voir avec tout ça, et moi-même, je ne sais pas vraiment de quoi je parle. Florian Philippot a dit non seulement nous n'avons pas de compte au Panama, mais nous sommes un parti pauvre. Voilà, donc la vraie question, c'est ça, c'est est-ce que ça va déboucher sur quelque chose qui, effectivement, permettra de sanctionner les coupables, notamment français, mais j'ai peur qu'au fil des révélations et des jours qui passent, ce soit comme d'habitude, le bruit médiatique, et oui. Comme le listing HSBC, quoi. Voilà, ça, on en parle quelques jours, et puis ensuite on est rattrapé par l'actualité. Il y a une chose de fond dont j'aimerais parler avec vous, c'est tout simplement parce qu'il paraît que Pascal Bruckner va écrire un très bon livre sur ce sujet, c'est l'argent. C'est-à-dire que souvent, même y compris dans la classe politique en France, on a l'impression que l'argent, comme motivation essentielle de la vie de beaucoup de gens, sur les carrières Balzac, c'est quelque chose qui est sous-évalué. On dit j'ai envie d'être chirurgien à cause du fait que je vais opérer, sauver des gens, je vais monter une entreprise, que ça m'intéresse. Mais en fait, on ne va jamais jusqu'au bout de la question qui est quand même le goût d'une grande partie de l'humanité pour l'argent. Là encore, évidemment, on radote, mais ce n'est pas nouveau non plus. Ça n'est pas nouveau. Mais même aujourd'hui, écoutez, c'est fait partie de la. Enfin, je suis désolé de dire ça. Je sais encore ce que je riche. D'ailleurs, je m'en fiche complètement. L'argent est un moteur. Il faut quand même bien le dire. C'est pas du cynisme. L'argent a été l'un des moteurs du progrès et non le moindre. Souvenez-vous les phrases de François Mitterrand contre l'argent. Ben oui, qui ruine, qui corrompt, qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes. Politique médiocre dans la bouche. Et c'était visionnaire et ça reste d'actualité. Un argument médiocre dans la bouche d'un homme cultivé, mais il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Mais nous avons un problème avec ça, Philippe, en France. Comment ? Nous avons un problème. Nous qui
sommes le pays des catholiques et des paysans à l'origine, nous avons un vrai problème avec ça. Ça a pris. Pourquoi vous voulez dire qu'il faut il faut des je ne masques? cherche pas à déculpabiliser. Je dis simplement que les Français, par rapport à beaucoup d'autres pays, et je ne dis pas que c'est mieux, moins bien. Nous avons un problème avec l'argent. Enfin, écoutez, regardez la liste des nationalités. Regardez la façon dont les gens. Le Parisien ce matin. Le Premier ministre chinois n'est pas français. C'est pas l'apanage de la France. Alors vous avez tout à fait raison. Il y a un passé, il y a une histoire, qui est d'ailleurs une histoire grandiose. C'est vrai que notre religion encore a compté comme la religion. Là, non, non, mais la nôtre. Non, pas la nôtre. Le protestantisme n'a pas du tout le même rapport avec l'argent. Non, exactement. Oui. Non, n'enfoncez pas les portes ouvertes. Bruno va essayer de. Si les gens foncent, je nous deux. Non, mais la question peut être banale, mais la réponse aurait pu être brillante. Ce qui est intéressant. Non, mais c'est absolument. Alors, apportez une réponse brillante à la question idiote que vous posez. J'aimerais le faire. J'ai des banales. Bruno. Non, ce qui est intéressant, c'est aussi il y a ce vieux problème français que vous avez soulevé, c'est-à-dire vieux problème français. Nous avons en France effectivement la culture de l'argent discrète et pudique. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais ça s'ajoute aujourd'hui à une situation de crise où vous avez une partie de l'opinion qui pense qu'elle est mise de côté, et cette affaire Panama Papers ne va pas aider à la corriger de ce point de vue-là, qui pense que argent égale privilège indu. Voilà. Quand vous avez Carlos Tavares qui s'augmente de je ne sais combien, qui double son salaire et qui va gagner 14 000 euros par jour, 14 000 euros, le salaire d'un smicard en une journée annuelle, ça choque. C'est prévu à son contrat. Et vous avez aussi, non mais je porte pas de jugement, je dis que ça choque. Et puis vous avez aussi, et c'est là où les politiques le vivent assez mal, et c'est ça qui est intéressant, vous avez ces gens qui sont députés, par exemple, et pour qui l'argent n'est pas le moteur. Un député, ça gagne, suivant les groupes, mais en moyenne 5 000 euros par mois. L'autre jour, je discutais avec l'un d'entre eux qui me disait, tu te rends compte, les gens nous prennent pour des privilégiés qui bénéficient d'avantages indus. Mais il me disait, mais si les gens voyaient ma vie de merde, la veille, j'étais à 19h dans une association avec des gens qui se sont fait avoir par un promoteur, etc. Et juste après, je devais enchaîner avec une séance de conseil intercommunal, etc. Entre les deux, je suis allé au KFC. Un député de la République, Je suis allé au KFC, m'enfiler vite fait des ailes de poulet avec des frites, et bon. Il me dit, et tous les soirs, c'est comme ça. Voilà. Donc, il y a ce décalage-là aujourd'hui entre la perception qu'a une partie de l'opinion de ce que ceux qui sont au pouvoir sont des privilégiés, des rentiers, qui ne méritent pas le statut qu'ils ont, et puis la réalité souvent de leur vie, où c'est effectivement pas l'argent qui aujourd'hui est le moteur de ceux qui font de la politique. La question que j'ai envie de vous poser avant qu'on vienne à la politique politicienne, c'est qu'on a l'impression finalement que dans toutes les sociétés aujourd'hui, il y a des partis de sociétés, vous venez de parler des députés, qui n'ont plus rien à se dire, parce que vous avez du côté les 200 000 Français ou jeunes Français qui partent tous les ans à l'étranger, ils rêvent quand même d'un navire sur le plan matériel qui soit meilleur que l'avenir qu'ils peuvent avoir en France. Ils rêvent d'autre chose. Et cette autre chose incorpore justement l'argent. Ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, socialiste, membre d'un gouvernement socialiste. Il a quand même dit, j'aimerais bien qu'il y ait plus de milliardaires en France. Mais oui, et que dit-il aussi Emmanuel Macron? Il dit aujourd'hui... Tout ça n'a strictement aucun rapport avec la fraude fiscale, l'optimisation fiscale. L'État, la puissance publique, le rôle du gouvernement, c'est de permettre à ces jeunes qui aujourd'hui disent je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire à l'étranger, puissent le faire en France. C'est tout le sens de ce qu'il fait. Et quand il dit qu'effectivement, s'il y a des gens qui ont envie d'être milliardaires, d'être très riches, c'est normal, il a raison. Mais il faut leur... Oui, mais c'est aussi un discours de gauche. Même à droite, quelqu'un qui c'est aussi un discours de gauche. La gauche, c'est l'émancipation. Mais non, la gauche... Non, la gauche, c'est l'émancipation. Je suis bouleversé par la profondeur de votre réflexion. Mais non, la gauche, c'est l'émancipation. Ils se vendent de la question d'avant. Voilà. Mais Macron, la gauche, pour lui, la gauche, c'est l'émancipation. Et il est dans cette... Oui, tout à fait. Pour toi aussi. Mais ça a toujours été la gauche, c'est l'émancipation depuis Jaurès. Je rends hommage à ton audace et à la réussite. Non, mais c'est Macron qui... De ce point de vue-là, c'est en ça que Macron est intéressant. Maintenant, oui, je crois que tu étais Hollande. Hollande et Macron, c'est pareil. Je te signale que l'un est le ministre de l'autre. Bon. Laissons-le terminer. Donc, et je termine. La gauche est en émancipation, et c'est en ça que le discours de Macron est novateur. Il porte
cette modernisation de la gauche qui consiste à dire l'émancipation aujourd'hui, c'est aussi l'entreprise et la création. Philippe, j'avais envie de vous interroger sur ces propos, donc un colloque sur la laïcité de Manuel Valls, parlant justement de la bataille culturelle gagnée par le salafisme. Je suis sûr que ça vous a interpellé. Bien sûr, il ne dit pas que c'est gagné, il dit que c'est une menace, et qui ne peut adhérer à cette réflexion. C'est une analyse que les faits confirment tous les jours, mais qu'il agisse, et c'est tout. D'ailleurs, il essaie de le faire, c'est tout à fait vrai, mais qu'il soit épaulé par cette majorité, enfin qui lui fait défaut maintenant, mais enfin qu'il a élu, c'est tout le problème, qu'ils inscrivent leur pensée dans les faits, c'est tout ce que l'on demande. Moi, je ne suis pas a priori... Vous avez lu les commentaires de la droite et les commentaires du Front National ricanent parce qu'ils considèrent que c'est exactement ce qu'ils disent depuis des années, et que la gauche n'a jamais voulu prendre en compte. Exactement, nous sommes d'accord. Nous avons tout dit. Ils se sont par là même disqualifiés. Je ne mets pas en doute un instant leurs intentions. Surtout celle de Manuel Valls, car il y a une dizaine d'années que j'entends dire ça. À tout propos, d'ailleurs. Pas seulement sur le problème de l'immigration, sur le problème économique. Mais enfin, il est au pouvoir, il fait le contraire de ce qu'il avait promis, de ce qu'il avait recommandé. Ah non, pas Valls. Sur ces questions-là, il n'a pas changé. Sur lesquelles ? Sur la laïcité, sur le rapport au communautarisme, sur le rapport à la République. J'en suis tout à fait d'accord, mais je te parle de la dialectique. Mais dans l'action, il a donné des preuves. Manuel, il ne fait que ça. Quand il était ministre de l'Intérieur, il a mené la charge contre Dieudonné. Et il avait raison. Enfin bon, il a toujours été cohérent de ce point de vue-là. C'est parce que... Bon, voilà, non, mais le problème aujourd'hui, c'est que vous avez un parti socialiste, comme le Parti socialiste. On en revient toujours là. De 2002 à 2012, n'a pas travaillé sur toutes ces questions. Mais tu les as prouvées à l'époque. Sur toutes ces questions de ce... Non, j'ai toujours dit ça, Philippe. Non, mais j'ai toujours dit ça. En fait, tu les as suivis dans toutes leurs démarches les plus contradictoires. Le Parti socialiste n'a pas travaillé. Donc aujourd'hui, vous avez deux écoles sur cette question au sein du Parti socialiste. Vous avez ceux comme Manuel Valls qui prônent un retour aux vertus républicaines de la Troisième République, laïcité en bandoulière, la disparition du PS tel qu'il existe. Et puis vous avez des élus socialistes locaux qui se sont accommodés avec un certain nombre de forces communautaristes parce que ça leur permettait d'être élus, parce qu'ils puisaient là un réservoir de voix, et qui ont aujourd'hui enfanté le monstre que Manuel Valls combat. La droite a reproché ça, y compris des élus qui vous disent... à la présidence Hollande. Pardon ? La droite n'a pas reproché ça simplement à des élus locaux, mais à la présidence Hollande, de s'être construit justement sur un vote communautaire. Non, mais ce que dit la droite... Y compris à propos de Terra Nova. Ce que dit la droite, c'est... Non, parce que Terra Nova, c'est différent. Terra Nova le discours de Terra Nova... Il n'y a plus de classe ouvrière. Oui, tout à fait. Mais ça ne se limite pas juste à on va aller chercher l'électorat musulman. Ce sont des électorats sociétaux considérés par niche qu'on va chercher les uns avec les autres. Ce qui est une rupture effectivement avec ce que disait François Mitterrand, c'est-à-dire plutôt une majorité sociale qui s'identifie à une majorité politique. Écoutez, vous concluez, mon cher Philippe, car nous sommes pratiquement arrivés au bout. J'ai dit une chose, c'est que attention, mon procès commence. À des nuances importantes, après j'en conviens, mais enfin, ce sont des nuances. Sarkozy disait de son temps... Non, pas du tout. Enfin, tenez de son temps le discours que aujourd'hui à des nuances près tient Manuel Valls. Pas du tout. Or, vous avez fait votre victoire. C'est un discours identitariste et para-religieux. Ça n'a rien à voir avec la République. On ne peut pas discuter avec ce garçon. C'est le discours du Latran. C'est le discours de Latran. Le prêtre est supérieur à l'instituteur. Il dit aujourd'hui le contraire de ce qu'il disait il y a 5 ans. Ça n'est pas recevable. Enfin, Guillaume, tranchez. Vous n'êtes pas seulement un arbitre. Vous êtes un citoyen responsable et un homme lucide et intelligent. Une dernière fois, jugé, tranché et condamné. Je vous en supplie, faites-le. C'est vrai, faites-le. Le discours de Latran prouve que Sarkozy n'est pas républicain. Il y a deux discours. Il y a eu Latran et Grenoble. À tous les sens du mot, il est trop tard. C'est raccord, hein. Ah ben non, c'est pas pareil. Si, c'est tout à fait les mêmes. C'est l'identitarisation de la France. Alors ça, Nicolas Sarkozy, ce n'est que ça. Donc ce n'est pas républicain. Propos de Bruno Roger Petit. Merci de nous suivre tous les matins sur l'antenne de Paris Première et de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec la Bourse. Bonne journée à vous deux.